Bonjour Gabriel Attal, Bonjour. secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Je vois que vous ne respectez pas les consignes d'Agnès Buzyn, votre collègue de la Santé. Vous portez la cravate, voyez, moi depuis mercredi, avec la canicule, et pas vous. Je n'ai pas eu de consigne particulière sur la cravate, il n'y a pas de consigne officielle. Parce que vous avez siégé le Conseil des ministres, vous étiez en Guyane avec les jeunes du volontaire du service national universel. Absolument. Et d'ailleurs, vous ne portiez pas la cravate là-bas. Non, ça c'est là-bas, je vous confirme que dans la jungle amazonienne, on ne porte pas la cravate. Alors voyons, on voit cette photo avec un YouTuber, vous avez fait la promo du service national universel. Ça, c'est de la com. C'est pas de la com, c'est communiquer auprès des jeunes. Vous savez, cette réforme, elle va concerner à terme 800 000 jeunes par an. Aujourd'hui, quand on veut communiquer auprès des jeunes, échanger avec eux, c'est bien de passer par des personnes qui leur parlent. Et en l'occurrence, ce YouTuber est très suivi par les jeunes. Et donc, c'était important pour moi qu'ils viennent voir ce qu'est le service national universel sur le terrain. Alors, vous êtes le général en chef du service national universel, qui est une promesse du président Macron, effectivement, de permettre à toute une génération de revenir un peu une forme de service national. Vous l'avez expérimenté pendant 12 jours dans toute la France, 13 départements, notamment en Guyane, on va en parler. C'est quoi le bilan, au fond, de ces 2000 jeunes volontaires qui ont essuyé les plâtres du service national universel? Il y a un premier bilan qu'on peut tirer à l'issue de cette phase pilote qui est positif. Positif parce qu'en termes d'organisation, tout s'est bien déroulé. Positif parce qu'il n'y a pas eu d'incident grave au cours de cette phase. Il y a quand même 22 pilote. installations et 4 expulsions. Oui, sur 2038 jeunes, ça reste quand même assez marginal et c'est des situations qu'on trouve régulièrement dans des accueils collectifs de mineurs. Il n'y a pas eu d'incident grave, tout s'est bien passé en termes de santé et de sécurité pour les jeunes, c'était évidemment très important. Et puis il y a un autre bilan qu'on peut faire, c'est les échanges qu'on a avec les jeunes. Je pense que vos équipes en ont eu aussi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent souvent, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'aller dans un autre département. Est-ce qu'il faut rappeler que vous l'avez fait, les jeunes qui ont été volontaires sont allés dans d'autres départements, Absolument. y compris par exemple en Guyane. Ce n'est pas des jeunes guyanais, mais des jeunes de métropole. Bien sûr, mais y compris en métropole, vous avez des jeunes qui ont tous changé de région. Pour la plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, c'était la première fois qu'ils prenaient le TGV. La première fois qu'ils prenaient le TGV. La majorité Alors que vous n'avez pas le choisi pour train ça, la c'était des première fois. volontaires, vous êtes aperçu que parmi eux, beaucoup n'avaient jamais pris le Pas du TGV. tout, ils ont été choisis parce qu'ils sont représentatifs de la diversité de la jeunesse. Et pour la plupart d'entre eux, c'était leur première expérience de mobilité. Et pourquoi c'est important? Parce que vous avez une mobilité des jeunes qui a diminué en France. Et vous avez aujourd'hui des jeunes, quand ils doivent faire un choix pour leur orientation, pour leur formation, pour un apprentissage, un emploi, qui se ferment des portes parce que psychologiquement, ils ne se disent pas qu'ils peuvent bouger, qu'ils peuvent aller dans un autre territoire, y compris pour revenir ensuite dans le leur. Et donc avoir avant cette première expérience, aussi, cette capacité d'intégrer la nation. C'est vrai, le service militaire apportait ça. Il apportait ce dépaysement, le fait de sortir du domicile familial une première fois, et après, ça rendait sans doute un peu plus libre pour envisager de quitter son territoire, y compris pour y revenir. Et donc, cette première expérience de mobilité à 16 ans, ça peut être un élément essentiel pour l'émancipation des jeunes et pour leur ouvrir des portes, élargir les possibles pour la suite. Et donc ça veut dire que vous allez proposer, je crois que vous allez écrire un rapport au président, au Premier ministre dans quelques jours, vous allez leur proposer d'étendre cette expérience à tous les jeunes Français? Déjà, c'était l'engagement du président de la République mais dans quand, la campagne. Alors en campagne, le président de la République a dit « Je mettrai en place un service national universel qui concernera tous les jeunes, qui sera obligatoire et d'une durée d'1 mois. » Et moi, c'est sur ce mandat-là que j'avance. Il y a un premier rapport qui avait été remis avant ma nomination au gouvernement qui proposait une généralisation en 2026. Le président de la République, le Premier ministre ont considéré que c'était assez tard et m'ont demandé de travailler sur un scénario qui permette d'aller plus vite. Et donc effectivement, dans les semaines qui viennent, je vais remettre au Premier ministre, au Président, une proposition avec un nouveau scénario qui permettrait d'aller plus vite. C'est quoi votre scénario? 2022, 2023? Je suis en train d'y travailler, mais ça sera bien avant 2026. Quand même, il y a quand même un encadrant pour 5 jeunes. Ça sera comme ça ensuite au niveau... Parce que c'est énorme. Ouais, c'est une question très importante que vous posez. Encore une fois, on veut garantir la sécurité absolue des jeunes. Un encadrant pour 5 jeunes, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je rappelle que les encadrants, c'est des militaires, des associatifs et des personnes de l'éducation nationale. J'ai missionné l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire avec des chercheurs, des sociologues qui sont venus dans tous les centres, qui ont fait une évaluation, qui vont me remettre un rapport prochainement et on regardera si le taux d'encadrement était adapté ou pas, ou si on dessert potentiellement ce taux d'encadrement. Tout ça va être regardé, mais avec un objectif, c'est de garantir la sécurité des jeunes et surtout que les objectifs qu'on donne au service national en termes de mixité, de cohésion, de formation aux valeurs de la République, de formation aux réflexes à avoir en cas de crise, inondation, attentat, accident grave, il faut que les jeunes sachent réagir. En termes de lever des freins à l'engagement, il faut que ces objectifs-là continuent d'être tenus. À l'évidence, ils l'ont été sur cette phase pilote, mais on sait que ça va monter en puissance et qu'à terme, il y aura des jeunes qui n'étaient pas volontaires pour le faire, qui seront appelés.
On voit l'image effectivement du lever de drapeau. Ça va coûter combien? Parce qu'on parle de 1,6 milliard d'euros par an. Est-ce que c'est raisonnable et est-ce que vous avez ce budget? Alors d'abord, ça dépendra en grande partie des choix qu'on va faire à l'issue de cette phase pilote. Vous venez de parler de la question de l'encadrement. Ça a un impact sur l'organisation concrète. Ça peut avoir un impact aussi. Ce qui est certain, c'est qu'on sera très loin de certaines prévisions qui avaient été faites. Oui. Qui était un peu orienté politiquement pendant la campagne présidentielle. Certains avaient dit que ça coûtera 7 milliards, 10 milliards, ce qui est absolument délirant. On sera bien en dessous de ça et sans doute en dessous du chiffre que vous avez en dessous d'1,6 milliard par an. Oui, sans doute, parce que aujourd'hui, si vous faites une règle de 3 par rapport à ce que ça coûtait pour cette phase pilote, si vous faites une règle de 3 sur 800 000 jeunes, on est déjà en dessous. Et il y aura des économies d'échelle et il y aura des organisations qui seront plus efficientes. Donc moi, je suis assez confiant là-dessus. Ce que je veux dire quand même, c'est que le président a toujours été clair là-dessus. Il y aura un coût, mais c'est un investissement. Quand vous faites passer un bilan de santé complet à toute une génération à 16 ans, vous découvrez des pathologies qui potentiellement se seraient aggravées et auraient coûté plus cher à la Sécu. Quand vous identifiez des décrocheurs, parce que l'objectif c'est quand même aussi d'identifier des décrocheurs et de faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes qui décrochent de l'école, c'est-à-dire qui quittent l'école sans diplôme, sans qualification, sans emploi. Un décrocheur aujourd'hui en France, en accompagnement global, ça coûte en moyenne 240 000 euros d'accompagnement. 240 000 euros pour un décrocheur. Pour un décrocheur. C'est une étude qui a été faite sur. Et c'est quoi le coût pour le SNU pour un Français? Sur cette phase pilote, c'était 2 000 euros. Mais ça va sans doute baisser avec les économies d'échelle. 2 000 euros même pour emmener les jeunes en Guyane, comme vous l'avez fait? Absolument. C'est vrai? Absolument. On a une très bonne organisation qui permet d'avoir une efficience. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on est passé par une phase pilote. On ne s'est pas lancé dans un projet qui concerne 800 000 jeunes d'un coup en se disant c'est bon, on a notre organisation. On est pragmatique de nos moyens, on est économe, on sait que voilà, on est dans un contexte où il faut faire attention. Donc on est passé par cette phase pilote précisément pour mesurer ce qu'on pouvait faire en termes d'efficacité pour que ça coûte peu d'argent aux Français. Est-ce que le président vous a demandé, Gabriel Attal, qu'il fallait qu'une première génération ait fait son SNU avant 2022? Le président, il m'a demandé qu'on aille vite. Il veut qu'on ait une montée en puissance très ambitieuse, mais il veut encore une fois que les objectifs soient tenus et que la sécurité des jeunes soit garantie. Et c'est sur ce mandat-là que je vais lui faire des propositions. Allez, autre sujet, vous dépendez de Jean-Michel Blanquer qui a annoncé le report du brevet des collèges à cause de la canicule. Il aura lieu quand? Et est-ce que vous êtes en mesure effectivement de pouvoir dire à tous les petits Français qui vont pouvoir passer leur brevet des collèges la semaine prochaine? Oui, absolument. C'était important de le reporter parce qu'on voit bien aujourd'hui les températures. C'est pas. Il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. Il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. C'est pas des conditions sereines pour composer, que ce soit d'ailleurs pendant l'examen ou avant en termes de stress, parce que les jeunes ils ont révisé cette semaine. Il fait très chaud partout. C'est quand même bien avant de passer son brevet d'avoir une nuit où on peut se reposer un peu. Et on sait que quand il fait très chaud, c'est dur de dormir. Donc pour la tranquillité et la réussite des élèves, c'était important de reporter le brevet en métropole, puisque je rappelle qu'outre-mer, on est peut-être regardé, il a lieu à la date prévue, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc c'est reporté à lundi et mardi prochain. Et donc ça se passera dans de bonnes conditions, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je rappelle que Jean-Michel Blanquer a annoncé que pour des familles, par exemple, qui avaient prévu de partir en vacances, d'envoyer leur enfant en vacances, qui avaient pris des billets, qui avaient pris des engagements financiers, etc., il y a la possibilité de le passer à la mi-septembre. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de coûts ou de perte de pouvoir d'achat pour les familles. Et là-dessus, il y a une garantie très forte. Je rappelle que le brevet n'est pas nécessaire factuellement pour passer. Non, mais c'est symbolique et c'est un premier galop d'essai avant le baccalauréat. Il faut que les jeunes le passent, mais voilà, il ne faut pas que ça, non plus que ça perturbe totalement l'organisation des familles. Donc, on est souple sur ce point-là. Alors, autre report, on en a parlé tout à l'heure avec Pascal Latour-du-Pin, peut-être celui de la réforme des retraites. Alors, c'est très technique, on ne va pas rentrer dans les détails. Simplement pour comprendre, il est possible que cette réforme, finalement, se fasse en 2 temps. Un volet un peu budgétaire à la rentrée septembre-octobre, où finalement, on accélère la loi Touraine, c'est-à-dire on augmente le nombre de trimestres nécessaires, plus vite que prévu, non plus en 15 ans, mais en 5 ans. Et peut-être qu'on institue un âge pivot. Est-ce que ça va se passer à l'automne, tout ça, pour reporter la réforme systémique de la réforme par points après? Et moi, je ne commande pas trop des rumeurs. J'entends qu'il y a des rumeurs dans la presse. Il n'y a pas de report. Dès lors que l'engagement qui avait été pris, c'était que Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, remette ses recommandations à la mi-juillet. Il remettra ses recommandations à la mi-juillet. Ensuite, il y aura une inscription parlementaire de différentes mesures. Il y en a peut-être qui passent dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, peut-être d'autres qui passent dans une loi ordinaire. C'est ce que je viens de dire. En fait, au fond, l'accélération, le fait qu'il faille plus de trimestres pour pouvoir partir à la retraite, vous nous dites que ça va peut-être se faire dans le PLFSS de la rentrée. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a des mesures qui dépendent d'une loi de financement de la sécurité sociale. Je ne sais pas si ce sera celle-là ou la suite. Moi, je ne connais pas les arbitrages. Ils n'ont pas été rendus. Donc c'est pour ça que je suis très prudent. L'essentiel pour moi, c'est que cette réforme, elle ait lieu. Mais elle aura lieu, parce que c'est pas une manière de dire, au fond, c'est tellement sensible qu'on va en faire une sorte de réforme un peu light, et qu'en revanche, on va très vite prendre des mesures budgétaires.
On a un engagement de campagne du président de la République. À ce stade, citez-moi un seul engagement de campagne du président de la République qui n'a pas été tenu. Ils sont tous tenus un à un. Et le président de la République s'est engagé à ce qu'on ait un système lisible où 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous. Ce qu'on appelle la réforme par points, pour simplifier. Il s'est engagé sur ce point. Cette réforme, elle aura lieu, évidemment. Et il y aura sans doute aussi des mesures que vous évoquez qui sont aussi importantes. Vous confirmez bien qu'il y aura 2 temps. Il y aura une partie un peu budgétaire. Je ne sais pas si ce sera 2 temps, mais il y a 2 types de mesures. Puis en fin d'année, début 2020. Il a toujours été clair qu'il allait falloir travailler plus, et qu'il allait falloir inciter très fortement à travailler plus. Vous savez, moi, je suis d'une jeune génération, je suis en charge de la jeunesse. Le système tel qu'il existe aujourd'hui revient à dire que les jeunes, ma génération aujourd'hui, cotisent pour la retraite d'autres et n'auront peut-être pas, eux, de retraite. C'est ce que beaucoup de jeunes pensent. Bah oui, mais on veut justement. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut réformer le système. Ils disent le système des retraites ne fonctionnera jamais, ne tiendra jamais. Finalement, on paye pour rien. Mais c'est pour ça on paye pour nos aînés quand même. C'est pour ça qu'il faut leur donner confiance dans le système et montrer qu'on le réforme et qu'on l'adapte à la société d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette réforme est importante, y compris pour la jeune génération. Autre sujet qui fait polémique depuis hier après-midi, Marion Maréchal, ancienne députée FN, est invitée par le MEDEF pour ses universités d'été à la fin du mois. Il y a eu beaucoup de réactions dans votre majorité, à commencer par la députée Olivia Grégoire, puis ensuite Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, le patron du groupe, pour dire qu'il ne fallait pas inviter Marion Maréchal dans ce type d'événement. Vous êtes d'accord avec eux ? Je crois que c'est un coup de com' du MEDEF. Elle a quelle légitimité, Marion Maréchal Le Pen? Elle est directrice d'école. Pourquoi est-ce qu'il n'invite pas Marine Le Pen? Peut-être parce que on sait combien son programme serait nuisible pour notre économie. Il propose la retraite à 60 ans, il propose de déconstruire l'Europe et donc de s'attaquer à nos... Oui, donc on peut en débattre, sans doute. Moi, voilà, je pense qu'on peut entendre d'autres opinions et ça sera peut-être l'occasion de rappeler à quel point et de redécouvrir à quel point le Front National propose un programme qui détruirait notre économie. C'est intéressant parce que vous... au fond, on sent que quelque part, ça ne vous choque pas tant que ça. Non, mais moi, je comprends que des personnes n'aient pas forcément envie de se retrouver sur une estrade avec le Front National. Je peux le comprendre, je l'entends parfaitement. Mais vous, ça vous gênerait pas, vous? Je ne me suis pas posé la question, il n'était pas prévu que j'y sois avec Marion Maréchal. Est-ce que c'est un parti comme les autres, le Rassemblement National? Non, c'est pas un parti comme les autres. Mais il est républicain, il est légitime de se présenter aux élections et il est premier parti de France aux européennes. Il peut se présenter aux élections, mais pour moi, je ne le classe pas dans les partis républicains. Je pense que sur un certain nombre de valeurs de la République, on voit qu'ils ne partagent pas ces valeurs, on voit qu'ils défendent autre chose. Ils sont aujourd'hui sur une position populiste, démagogique, avec un vrai danger qui est porté aux Français. On a vu sur le débat des européennes, déconstruire l'Europe, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nos PME, nos TPE, nos artisans ne pourraient plus exporter. Ils exportent aujourd'hui 2/3 dans l'Union européenne. Donc ils perdraient considérablement en pouvoir d'achat. Mais en l'ostracisant, on ne le renforce pas? On ne fait pas le contraire de ce que vous avez envie de faire? Moi, je n'appelle pas à l'ostracisation. Emmanuel Macron a débattu pendant l'élection présidentielle avec Marine Le Pen. Il a accepté le débat. Donc il n'y a pas d'ostracisation. Autre sujet qui vous concerne un petit peu directement, l'exclusion avant-hier d'Agnès Thill, la députée de La République En Marche. Je dis qu'il vous concerne parce qu'elle avait été un peu insultante à votre égard sur Twitter. Elle était contre la PMA, c'est pour ça qu'on l'a exclue? Pas du tout. Vous avez quelques personnes au groupe La République En Marche qui doutent sur la PMA et qui ont déjà eu l'occasion de le dire. Ce n'est pas la majorité. C'était un engagement de campagne du président et l'écrasante majorité du groupe La République En Marche est favorable à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. La différence, c'est qu'Agnès Thill avait eu des propos blessants à l'égard de familles homoparentales, de familles monoparentales, en expliquant en gros que c'était des sous-familles et qu'elles n'étaient pas capables d'élever des enfants. On a aujourd'hui 1001 exemples d'enfants qui ont été élevés parce qu'il y a des recompositions familiales, parce qu'il y a des divorces par une femme seule ou par un couple de femmes qui s'en sortent très bien. Donc voilà, c'est ces propos qui étaient choquants, qui étaient blessants pour des familles qui lui ont valu son exclusion. Je pense que maintenant on peut peut-être tourner cette page et ça me semble assez anecdotique maintenant. Il va y avoir ce débat sur la bioéthique évidemment à l'Assemblée. Ce que disent les opposants à la PMA, c'est qu'en fait on crée une sorte de droit à l'enfant et que ce droit à l'enfant, si on le crée, il sera opposable à un moment donné par des couples d'hommes, par exemple, pour la GPA. Moi, je ne comprends pas ce débat. Moi, je ne crois pas du tout cette idée de droit à l'enfant. Et ceux qui, aujourd'hui, tiennent ces propos-là pour la PMA, pour les couples de femmes, ça veut dire qu'ils le tiennent aussi pour la PMA pour les couples hétérosexuels? Et qu'on considère qu'un couple hétérosexuel qui a recours à une PMA a un droit à l'enfant illégitime. Je ne suis pas d'accord avec cette position. Étant moi-même issu d'une PMA, d'un couple hétérosexuel, je considère que j'ai bénéficié de tout l'amour dont j'avais besoin de la part de mes parents
et qu'un couple qui veut avoir un enfant parce qu'il s'aime doit pouvoir avoir un enfant, en l'occurrence par PMA pour les couples de femmes. Mais ce que vous dites, ça pourrait presque légitimer aussi la GPA? Non, parce que là-dessus, il y a une position très claire du président de la République, et il y a un mandat très clair. Encore une fois, dans ses engagements de campagne, le président de la République a toujours été très clair sur le fait qu'il n'y aurait pas de légalisation de la GPA en France, et donc il n'y aura pas de légalisation de la GPA en France. Un mot encore personnel sur votre situation. Vous êtes le plus jeune finalement ministre de la Ve République, avant même François Baroin de quelques semaines. Aujourd'hui, le président vous dit, vous félicite, vous appelle directement quand vous faites le SNU. Bon, déjà, au Conseil des ministres, la semaine dernière, on a eu l'occasion d'en parler, puisqu'il y a eu une communication sur le SNU, et donc on a échangé. Après, je pense qu'il nous arrive à chacun de voir. Vous avez sourié, ça veut dire que le président vous a dit c'est bien ce que tu fais pour le SNU. Il peut nous arriver d'avoir des échanges, mais par définition, c'est des échanges privés entre des ministres, le Premier ministre, le président. Pas vocation à être raconté. Et quand on vous écoute, quand on vous entend depuis le début de l'émission, on se dit que vous faites tout pour que le SNU devienne universel avant 2022. Ce qu'il faut, c'est que ça aille le plus vite possible. Moi, ce que je souhaite, c'est que très vite, l'ensemble d'une génération soit appelé au service national. Encore une fois, parce que je crois. Mais est-ce que vous croyez que vous pouvez y arriver avant 2022 ? Je suis en train de regarder ça. Moi, je préfère pas vous faire d'annonces qui ne seraient pas tenues. La phase pilote qui vient d'avoir lieu, elle va nous dire beaucoup de notre capacité à faire. Et on est encore en train de recevoir les enseignements des différents centres. Il y a 13 départements qui étaient concernés. Encore une fois, moi, je suis pragmatique. Je me lance pas dans des annonces tonitruantes sans savoir si on est en capacité de les tenir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ira vite et qu'on ira beaucoup plus vite que ce qui était prévu. La bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, a priori, maintenant, la dépense et les déficits budgétaires, c'est moins une préoccupation, d'autant plus que l'argent est quasiment gratuit avec les taux d'intérêt négatifs. Donc votre milliard et demi, vous l'aurez plus facilement qu'il y a 3 mois. Oui, enfin, ça reste une préoccupation très forte. C'est aussi un engagement. C'est aussi moi qui suis en charge de la jeunesse, une préoccupation, parce que les dépenses non financées qu'on fait aujourd'hui, c'est des impôts sur la tête de ma génération et des jeunes dans quelques années. Donc je suis assez sensible sur ces questions-là. Je rappelle quand même qu'on est sorti de la procédure pour déficit excessif, que la France en est sortie maintenant l'année dernière. Donc ça montre qu'on fait des efforts, on continue à en faire et on va tenir notre trajectoire. Donc pas de laxisme budgétaire ? Pas de laxisme budgétaire. Encore une fois, ça serait un impôt sur la tête de ma génération pour l'avenir. Merci beaucoup, Gabriel Attal, notre invité de retour de Guyane. Et bonne chance pour le SNU et sa généralisation, peut-être avant 2022, j'ai bien compris. On retrouve tout de suite Pascal de La Tour du Pin.